Le 10 février 1996, Tania Nicole Cash, 14 ans, quitte le foyer familial seule. L'élève de 4e va alors s'évanouir dans la nature et sa famille n'aura aucune nouvelle pendant 10 longues années. Que s'est-il donc bien passé pendant cette décennie? Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va beaucoup mieux comme vous pouvez l'entendre. On se retrouve pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Je suis Nathalie Cat. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire cette vidéo en collaboration en l'honneur d'Halloween avec un YouTuber que j'adore, que ça soit dans son travail ou humainement, Ibrahim Larson. Alors si vous ne le connaissez pas encore, eh bien c'est un homme solaire qui contraste fort avec les récits sombres qu'il fait. En effet, il nous offre des histoires inédites sur sa chaîne car c'est des cold cases et des affaires africaines non connues dans le YouTube francophone. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Sa chaîne est vraiment un incontournable du YouTube francophone, donc allez y jeter un coup d'œil, vous verrez par vous-même. Mais je pense que rien ne vaut le YouTuber pour se présenter lui-même. Alors Ibrahim, qui es-tu? Que fais-tu? C'est à toi. Hello everyone, what's up? I hope you are doing well. If so, let us welcome you to this new episode. Bonjour mes béchats, parce que je sais que vous allez passer par ici. Bonjour aussi à vous les béchats de Nathalie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, sachez qu'ici ça va aller. Puisqu'entre béchats et non béchats, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, on ne peut que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur la chaîne de Nathalie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibrahim Larson. Vous pouvez aussi m'appeler Papa Kongosa, qui veut dire le papa du gossip. S'il vous plaît, ne cherchez du tout pas à comprendre la raison du pourquoi. Et je pense aussi qu'à ce niveau, Nathalie a déjà introduit le sujet. Si c'est le cas, il ne me reste plus qu'à foncer. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas formelle. J'ai ma manière à moi de raconter les histoires. Maintenant, je ne sais pas si elle vous a raconté la fabuleuse aventure de notre rencontre. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous faire un tout petit résumé. Nathalie et moi, on s'est rencontrés grâce aux abonnés, grâce aux comparaisons des abonnés. S'il vous plaît, mes béchats et même les non-béchats, arrêtez très souvent ces comparaisons-là. Vous créez des guerres entre les créateurs de contenu, des guerres qui n'ont même pas lieu d'exister. Et je suis bien contente d'avoir découvert sa chaîne grâce à un commentaire sous une de mes vidéos. Alors je remercie infiniment. Donc j'espère que vous apprécierez autant que moi son contenu de qualité. C'est très recherché, il va chercher ses informations à la source. C'est authentique, c'est pas juste des articles comme ça sur internet. Non, il va chercher vraiment des informations inédites que je n'ai vues nulle part ailleurs. Je te mets sa chaîne dans le petit i et dans la description de cette vidéo. Voilà, tu sais tout. En attendant, toi qui regardes les vidéos sans être abonné, je te vois, ou plutôt on vous voit. Poupie, c'est elle et elle va venir te punir dans ton sommeil. Alors abonne-toi pour ne rien manquer et aussi parce que ça me fait très plaisir, ça m'encourage dans mon travail. Je suis Nathalie Cat, je suis étudiante en criminologie et je vous livre du contenu true crime que je ne vois pas trop sur les autres chaînes francophones. J'essaie de sélectionner des affaires méconnues. Rejoins-moi sur Instagram où je suis très active, je poste quotidiennement et je mets très régulièrement des petits sondages, voilà. Et je suis aussi présente sur mon compte TikTok. Mais je te laisse avec le générique. Maintenant que tout est dit, laissez place à la vidéo. Laissez place à l'histoire de Tania Nicole Cash. Tania Nicole Cash est née le 14 octobre 1981 en Pennsylvanie. Une fois n'est pas coutume aux États-Unis. Elle est l'unique fille de Jerry, un boucher, et de Sherry, une employée de McDonald's. Tout de suite, quand on entend McDonald's, on a juste une envie. Attraper son téléphone et commander un Big Tasty. Mais je vous le déconseille vivement. Tout simplement parce que la suite de l'histoire va vous couper l'appétit. Vous l'aurez compris, la famille ne roule pas sur l'or. Et peu à peu, cela va avoir une influence considérable sur l'ambiance au sein du foyer. Mais ce n'était malheureusement pas le seul problème de la famille. Sherry, la mère de Tania, avait pas mal de problèmes de santé mentale, même si la relation mère-fille était au beau fixe. Vers l'année 1989, Sherry va commencer à avoir un comportement étrange. Par exemple, elle commence à s'endetter sur des achats des produits superflus, à accuser les gens de voler alors qu'elle marchait tranquillement dans la rue et à répéter des phrases absurdes comme si elle se parlait à elle-même. Elle devient aussi malheureusement addicte à l'alcool, donc ça va la rendre agressive envers Tania, déversant ainsi
toute sa colère sur elle. La folie de Chérie dépasse les limites lorsqu'elle met le feu à la table de la cuisine un soir, provoquant ainsi un grand incendie dans une pièce de la maison. Si les relations entre Chérie et Tanya étaient auparavant saines, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui elle ne l'est plus du tout, et ce à cause du comportement de la mère. Chérie, qui auparavant était distraite, l'est encore devenue plus, et ce au moment où elle a commencé à vendre son corps pour rembourser ses dettes et sa dépendance à l'alcool. Sans oublier que lorsqu'elle était ivre, elle passait toute sa colère sur Tanya. Et Chérie ne semble non plus très impliquée dans l'éducation de sa fille, ce qui va lui valoir une éducation où elle passait la majeure partie de sa journée seule dans sa chambre, mangeait des repas sans surveillance et qui surtout dormait à n'importe quelle heure pour une enfant de son âge. Vous l'aurez compris, sa vie d'adolescente n'était pas propice à l'équilibre. Et quand elle a totalisé ses 13 ans, le mariage troublé de ses parents a pris fin, conduisant ainsi une bataille juridique pour sa garde. Tanya a dû être entendue par le juge et témoigner contre sa mère en racontant tous les coups qu'elle avait subis d'elle. Son récit était glacial. Son témoignage donnait froid dans le dos. Elle a décrit une scène où sa mère a cogné sa tête contre le mur, l'a étranglée et l'a menacée de mort avec un couteau de cuisine à côté de son visage. Bien évidemment, Chérie a été envoyée dans un hôpital psychiatrique et Chérie a obtenu la garde exclusive de Tanya. Imaginez-vous maintenant une seule seconde comment Tanya s'est sentie à ce moment précis de sa vie. Devoir témoigner contre sa mère et vivre sans elle. On peut tous la comprendre. C'est dur de vivre sans l'amour d'une mère. Maintenant, soucieux de recommencer à zéro, soucieux de repartir sur de nouvelles bases, la Chérie va bientôt rencontrer une femme divorcée avec un fils de 7 ans et ils vont tous aménager ensemble. Je peux vous dire que les règles de cette nouvelle maison étaient très strictes. Dans cette nouvelle maison, Tanya n'avait pas le droit d'utiliser le téléphone. Sa chambre n'avait pas aussi le droit d'avoir une porte. Ceci dit, elle n'avait du tout pas de vie intime. Et pour aggraver les choses, elle a constaté que son père soutenait toutes les décisions de sa belle-mère. Je peux rajouter à mon récit que ça l'a vraiment irrité. Ça l'a mis dans une telle colère qu'elle a commencé à fuguer pour aller voir sa mère. Et nous savons tous pourquoi elle allait voir sa mère. Elle allait là-bas pour avoir cet amour-là qu'elle n'avait pas à la maison. Elle allait là-bas pour avoir ce réconfort qu'elle n'avait pas à la maison. Tanya savait que sa mère l'aimait beaucoup. Elle savait aussi que c'est l'alcool qui était à l'origine de leur mal. Et désormais, sa mère était en rémission. Mais malheureusement, elle était dans un endroit où Tanya ne pouvait pas y vivre, où Tanya ne pouvait pas être recueillie. Alors, elle finissait toujours par rentrer chez son père. Au cours du 8th grade, 4e aux États-Unis à Cornell School, la jeune fille ne s'était pas faite beaucoup d'amis. Elle était très timide. Et voilà, désormais, elle faisait partie du groupe d'élèves qui sautaient les cours et se battaient. Et c'est dans ce contexte bien particulier que Tanya va faire la rencontre de Thomas House alors qu'elle est seulement âgée de 14 ans. À ce moment-là, elle est affaiblie psychologiquement, n'a aucun repère et personne sur qui se reposer, ce qui ne va la rendre que plus vulnérable. Mais qui est donc ce fameux Thomas House ? Eh bien Thomas, que tout le monde appelle Tom, est tout simplement un agent de sécurité de l'école de Tanya. Il a 38 ans et Tanya va rapidement trouver du réconfort auprès de lui. Tom va être une épaule sur laquelle elle va se reposer de sa triste vie. Il semblait vraiment sympathique, mais derrière cette image inoffensive qu'il voulait se donner, se dissimulait en fait un personnage dangereux et très vicieux. L'homme va par exemple convaincre le conseiller scolaire du fait que s'il pouvait lire les dossiers scolaires confidentiels de Tanya, il pourrait l'aider à améliorer ses performances scolaires et sociales à l'école. Vous l'aurez compris, l'homme de presque la quarantaine va peu à peu s'immiscer plus profondément dans la vie de la jeune fille. Là, ça fait un peu stalker, je vous l'accorde. En effet, ses intentions étaient loin d'être louables. C'était un prédateur qui était dans sa phase grooming. Alors qu'est-ce que le grooming ? Grooming à la base signifie soin ou pansage, préparation, et ce n'est pas loin de la signification de grooming au sens pédocriminel, qui désigne des tentatives de séduction de la part du pédocriminel envers l'enfant dans le but d'ensuite faire des abus sexuels. Ça peut prendre la forme de gentilles paroles, de gentils cadeaux et messages amicaux. Par exemple, dans notre cas, Tom devient le confident de Tanya, il se rapproche d'elle et les intentions derrière ce geste sont en fait perverses. Tanya de son côté pense que leur relation est totalement innocente et personnellement je trouve ça dégueulasse de voir que beaucoup de personnes majeures abusent comme ça de la confiance d'enfants et d'adolescents qui n'ont pas la maturité pour comprendre leur dangerosité et font une confiance aveugle en ces prédateurs.
Toujours est-il que Tanya, qui ne se sent absolument pas soutenue par sa famille, va entièrement compter sur Tom, ce qui va la rendre d'autant plus vulnérable, étant en plus isolée à l'école. Elle va complètement tomber sous son emprise. Le prédateur sexuel avait déjà établi un plan dans sa tête et donné de l'attention et de l'affection à la jeune fille. Les deux commencent à s'écrire des lettres d'amour. Tanya se cache même de sa belle-mère très stricte pour passer des appels secrets à Tom. Les deux commencent alors une relation au-delà des murs du collège. Un après-midi, alors qu'elle séchait les cours, encore une fois, Tanya et Tom s'embrassent pour la première fois. Les premières semaines, ils renouvellent leur sortie romantique secrète. Quelque temps plus tard, Tom invite Tanya chez lui. Il vivait toujours chez ses parents et partageait une chambre avec son fils Justin, encore enfant. Il a dit à la fille que ses parents ne seraient pas à la maison et a convenu avec son fils qu'il devrait garder secrète sa rencontre avec Tanya. Ils ont regardé un match de football dans la chambre de Tom et peu de temps après, ils ont des relations sexuelles et c'était la première fois que Thomas Rose abusait de Tanya Cash. C'est littéralement pourri. C'est un adulte, en plus un papa de surcroît, qui dit à son propre fils de garder le secret et il a des relations avec une enfant. Ça brise le cœur car Tanya était probablement très attachée à Tom et amoureuse de lui pendant que lui profitait purement et simplement d'elle. Parallèlement, Tom était très populaire dans l'établissement de Tanya, c'était un employé modèle et n'avait pas de casier judiciaire. Un prédateur propre sur lui, bien sous tout rapport. Personne ne se plaignait de lui. La dispute finale. Les fugues répétées de Tanya, couplées à la frustration de ne pas recevoir assez d'amour de la part de sa mère, vont contribuer à son mal-être et vont lui bâtir une réputation assez négative. En ville, elle va vite être connue comme une fille à problème et c'est certainement ça qui va contribuer à ce qui va arriver par la suite. Un jour, Tanya et son père se disputent si fort que Thomas dit à la jeune fille que si elle voulait, elle pouvait vivre avec lui à condition qu'elle n'attire pas l'attention sur elle. En gros, leur vie commune devrait être un secret. Ça serait un enlèvement déguisé enrobé de miel. Et Thomas savait très bien manipuler la jeune fille et lui promet une vie merveilleuse. Un plan qui va s'établir avec succès, car de toute façon, lorsque son père ne voyait pas sa fille, il se disait simplement qu'elle avait encore fugué une énième fois et qu'elle serait de retour dans les jours suivants. Tanya est appâtée par l'idée de Tom dont elle est amoureuse, donc elle décide de disparaître. Et de toute façon, les autorités locales ne prenaient plus au sérieux les évasions de Tanya, car ce serait la 6e ou 7e fois qu'elle s'enfuirait cette année-là. En février 1996, Tanya disparaît et personne ne se soucie de sa disparition. C'est pour cette raison que cette affaire est étrange. Pour une fois que c'est réellement une fugue, ce que la police utilise souvent comme argument pour expliquer le fait que certains enfants se volatilisent. C'est en réalité une fugue ambiguë, car c'est bel et bien un enlèvement. Dans ce cas-là, c'est en réalité une fugue ambiguë, car c'est bel et bien un enlèvement orchestré par un homme manipulateur qui a tout fait dans la séduction. Donc les circonstances font que c'est bien un enlèvement et non pas une fugue à proprement parler. Le problème, c'est que l'entourage de Tanya ne s'inquiète tout bonnement pas de sa disparition. Par contre, Sherry va être la seule à paniquer et elle avait bien raison. Pourquoi s'inquiète-t-elle ? Eh bien, on a dit que lorsque sa fille fuguait, c'était normalement pour la rejoindre. Et là, ce n'était pas le cas. Et détail important, elle se souvenait que lorsque Tanya était chez elle, elle réclamait le téléphone afin de téléphoner à un ami. Vous aurez compris que cet ami n'était autre que Tom. Sherry, qui a une bonne intuition, ou plutôt dans ce cas une mauvaise intuition, retrouve le numéro de téléphone de Tom, certainement dans les enregistrements de son téléphone fixe. On se souvient que les téléphones dans les années 90 n'étaient pas aussi avancés que maintenant, et Sherry appelle Tom, qui nie avoir une quelconque relation avec Tanya et dit qu'il ignorait savoir où elle était. Il affirme être juste l'agent de sécurité de son collège. Sherry se doute bien que quelque chose cloche, surtout que le gars prétend carrément ne pas connaître Tanya alors qu'il s'appelait régulièrement. C'est pas beau de mentir, Tom. Sherry appelle donc la police et leur rapporte la conversation avec Tom, mais malheureusement, ils ne prennent pas l'histoire au sérieux et ils décident plutôt d'enquêter du côté de Jerry, le père, et de Sherry. Je trouve ça totalement stupide, surtout que c'est elle qui émet des craintes et déclare sa disparition. Ils fouillent aussi les maisons des voisins où Tanya avait fait du babysitting, mais sans succès.
Commence alors sa vie de captivité. Naturellement, elle ne le sait pas encore, mais elle devient peu à peu la prisonnière de Tom. Il lui demande par exemple de teinter ses cheveux, certainement pour qu'elle soit peu reconnaissable ou pour la façonner à son goût. Il lui affirme aussi que ses parents ne demandent pas de ses nouvelles, qu'elle ne leur manque pas du tout. Elle ne le savait pas aussi, mais elle était loin d'être libre. En réalité, elle vivait dans une prison qui était loin d'être dorée, car Tom l'enfermait dans sa chambre qui était au premier et elle n'était pas autorisée à quitter la maison. Rappelez-vous maintenant du fils de Tom qui vit dans la même chambre que Tom et Tanya. Eh bien, Tom lui a donné l'interdiction formelle de mentionner la présence de Tanya. Et je trouve assez bizarre que les parents de Tom ne se soient pas rendus compte de la présence d'une jeune fille dans leur maison. Car oui, ce n'était que le début de sa captivité. Pendant ce temps-là, Tom ment à Tanya que ses parents ne l'aiment pas, que ses parents ne la cherchent pas. Ça, c'est le vilain défaut des kidnappeurs. C'est un trait commun chez eux, à croire qu'ils ont tous la même directive à suivre. Même si dans le cas de Tanya, elle s'était laissée kidnapper pensant que Tom était son petit ami. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Marc Dutroux. Pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, le gars faisait pareil. Il disait la même chose aux filles enlevées, disant que de toutes les façons, personne ne se souciait d'elle à l'extérieur, qu'elles étaient bien mieux avec lui. Malheureusement, comme toutes les autres, Tanya va croire à ses mensonges, ce qui est bien triste. Il va également créer des safety rules, littéralement des règles de sécurité pour ne pas qu'elle soit repérée. Vivre dans cette maison était vraiment dur pour Tanya. Elle ne pouvait regarder la télévision qu'avec des écouteurs, ne pouvait marcher dans la maison que sur la pointe des pieds et devait aussi utiliser un seau pour uriner. Mais ne vous inquiétez pas, Tom n'est pas si horrible que ça. Oui, quelques règles par-ci par-là. Elle doit regarder la télévision avec les écouteurs aux oreilles. Elle doit uriner dans un seau. Où est le problème? Tom rassure Tanya qu'il est différent. Mais malheureusement, elle ne pouvait se doucher que 2 fois par semaine. Et ce au sous-sol pendant les premières heures du matin et pendant que tout le monde dort encore. Déjà qu'il est très dur de se doucher 1 fois par jour. Imaginez maintenant 2 fois par semaine. Imaginez un peu la puanteur. Et si Tanya entendait quelqu'un monter les escaliers, elle devait courir se cacher dans un placard. Dans le placard qui se trouvait dans la chambre. Chaque fois qu'ils couchaient ensemble, Tom le notait sur le calendrier pour éviter une grossesse non désirée. Et même si ces rapports sexuels étaient consentis, cela reste quand même illégal devant la loi. Tout simplement parce que Tanya était encore mineure. Les mauvaises conditions d'hygiène et l'utilisation abusive des vêtements sales ont contribué à un extrême cas de psoriasis sur la peau de Tanya. Tout son corps était couvert de lésions qui lui provoquaient d'intenses démangeaisons. Tom était également très exigeant en ce qui concernait le physique de Tanya. Il voulait qu'elle reste aussi mince que possible, ce qui a conduit, comme vous pouvez vous imaginer, à un trouble du comportement alimentaire et à ne peser que 42 kilos, soit 92 livres. Tanya n'avait droit qu'au sandwich au beurre de cacahuètes et à la confiture, des bananes et ne buvait que des canettes, peut-être par peur qu'elle utilise le robinet de la maison et que quelqu'un constate qu'il y a une personne de plus dans la maison. Dans l'esprit de Tanya, tout cela était normal. Bien sûr que ça ne pouvait qu'être normal pour elle. Elle est encore mineure. Elle ne sait vraiment pas différencier le bien du mal. Vous le savez déjà, Tanya est mineure. Dans sa tête, il faut faire quelques sacrifices par amour, alors qu'en réalité, elle n'était qu'une prisonnière. Elle était sous l'emprise de Tom. Et puis même, elle était cachée. Elle était un habitant fantôme de la maison. Mais au bout d'un moment, Tanya va comprendre que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne tourne pas en rond. Par exemple, pendant les vacances de Noël et de Thanksgiving, elle était obligée d'attendre dans le placard jusqu'à ce que Tom lui apporte le dîner. Elle s'asseyait dans le noir en attendant pendant que la famille socialisait en bas. Et avant même de se plaindre de quoi que ce soit, Tom lui rappelait qu'il était le seul à l'aimer et qu'il était le seul sur qui elle pouvait compter. Il lui disait aussi que tout ce qu'il faisait, il le faisait par amour. Mais quel genre d'amour en fait? Mais ne vous inquiétez pas, 2 ans plus tard, quelque chose va changer. 2 ans plus tard, Tanya va se réveiller. Voilà que 2 ans après la disparition de Tanya, la police locale retrouve les corps de 2 jeunes femmes dans la même ville. Le cas de Tanya est révélé au public lorsque les policiers lisent sa disparition au corps retrouvé et soupçonné qu'il y avait un tueur en série dans la région. Aux États-Unis, il est courant d'apposer les photos des personnes disparues sur des cartons de lait, ce qui augmente les chances que quelqu'un reconnaisse la victime et la signale. Tanya a circulé sur des milliers de cartons de lait. Ou je voulais dire, la photo de Tanya a circulé sur des milliers de cartons de lait. L'affaire qui avait de nouveau été ouverte a suivi toutes les pistes d'il y a 2 ans. Et les policiers ont décidé de partir à la recherche de Tom. Tom qui avait été fortement soupçonné par Sherry, la mère de Tanya. Lorsqu'il a ouvert la porte et a été confronté à la police, il leur a tout simplement dit que ses parents étaient âgés et dormaient et qu'il n'était pas possible de les recevoir pour le moment. Les policiers ont décidé de ne pas fouiller la maison
maison et sont partis. Et ceux-ci sans plus jamais revenir chez Tom. La vie de prisonnière de Tanya pouvait cette fois-ci continuer et ce dans le plus grand des calmes. Tom finit par plus lui faire confiance. Peut-être parce qu'il se sentait tout puissant d'avoir évité aussi facilement la police et les enquêteurs. Et en juin 2000, Tanya a été autorisée à quitter la maison. Et ce parce que Tom lui avait promis qu'il devait chercher un nouvel appartement où ils allaient vivre à deux. Laissez-moi vous dire qu'elle semblait excitée à ce sujet. La jeune fille âgée alors de 18 ans reçoit de la part de Tom une somme d'argent. Somme d'argent qui lui permet de sortir et d'aller acheter de nouveaux vêtements et de chaussures. Il faut définitivement dire que Tom faisait vraiment confiance à Tanya pour lui permettre de sortir dans la rue toute seule. Il faut aussi dire que Tanya était très amoureuse. Je peux vous dire que Tom était imbattable à ce jeu. Il savait bien placer ses pions. Il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Il était fort. Ceci dit, il a donné une nouvelle identité à Tanya, Nikki Allen, et l'a présentée à ses parents comme s'ils venaient de se connaître. Pourtant, elle vivait avec eux depuis 4 ans. La chose la plus dingue de l'histoire, ce qui montre bien que Tom avait une emprise sur Tanya. Il lui a permis d'avoir un travail avec son faux nom. Elle a donc commencé à travailler dans une friperie. Et peu de temps après, elle a été embauchée chez un dépanneur. Son patron de l'époque, Jos Parico, était gêné par ses réponses évasives. Et ce concernant son adresse, son numéro de téléphone et certaines informations personnelles et pertinentes pour son contrat. Joe pensait qu'elle était dans une relation abusive et était victime de violences domestiques. Et il faut savoir qu'il n'était du tout pas loin de la vérité. Voilà qu'après beaucoup d'insistance de la part de Joe, Tanya a fini par s'ouvrir et dire toute la vérité. Et demander aussi à Joe d'envoyer la police chez elle. Abasourdi par ce qu'il venait d'entendre, Joe a promis l'aider. Joe a promis qu'il devait envoyer la police chez elle. Mais que pour cela, elle devait rentrer chez elle et faire comme si de rien n'était en attendant que la police arrive. Dès que Joe a fait son rapport à la police pour dire que dès qu'il a raconté l'histoire de Tanya à la police, les dossiers de police n'ont pas tardé à confirmer l'identité de Tanya Nicole Cash. Et en moins d'une heure, la police a encerclé et pris d'assaut la maison. Tom a finalement été arrêté. Et tout de suite après son arrestation, Tanya a pris tout ce qui lui appartenait dans la maison et a été escortée au poste de police. Sa déclaration a été prise ce jour. Imaginez-vous qu'en ce moment, Tanya venait d'être sauvée de 10 années de captivité, 10 années de prison, 10 années de torture. La torture n'est pas seulement physique, la torture est psychologique, la torture est morale. Dans les mois qui ont suivi, Tanya a subi de longs soins dentaires et ce à cause de la mauvaise hygiène bucco-dentaire qu'elle avait quand elle était captive chez Tom. Elle a également subi de longs soins pour ses problèmes de dos, sans oublier la malnutrition. Elle était très mal nourrie lorsqu'elle vivait chez Tom. Tous ces bobos sans oublier les cicatrices profondes dues au psoriasis non traité. Le procès. Thomas Hawes a été officiellement inculpé par les tribunaux en 2006, plus de 2 semaines après la plainte. L'année suivante, il plaide coupable et le 26 juin 2007, il a été condamné à une peine maximale de 15 ans de prison. 5 ans après le début de sa peine, il s'est vu refuser la libération conditionnelle. Alléluia. La coiffeuse Judith Sokol a également été arrêtée et selon les procureurs, elle a contribué à changer l'apparence de Tanya afin qu'elle ne soit pas remarquée en mentant sur son identité. Considérée comme complice du crime, elle a écopé de 6 à 23 mois de prison, plus 4 autres années de probation. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette peine, moi en tout cas je trouve que c'est justifié, car oui, elle était bien une complice. Tanya, bien qu'enfin réunie avec sa famille après 10 ans, devient malheureusement une étrangère aux yeux de son père. C'est assez triste, alors que pour une fois c'est une affaire qui finit bien, ou à peu près bien. En 2011, Tanya écrit le best-seller Memoir of a Milk Carton Kid de Tanya Nicole Cash Story. Littéralement mémoire de l'enfant du carton de lait en référence aux photos des enfants disparus mis sur les emballages de lait, et ce livre ne va pas faire plaisir à son père et à sa belle-mère. La publication de l'ouvrage a fini par créer des conflits familiaux puisque dans le livre, la victime raconte que son enfance mouvementée a fait d'elle une proie facile pour un prédateur sexuel. Donc elle rejette un peu la faute sur sa famille et on ne peut que la comprendre d'un côté vu ce qu'elle subissait au quotidien chez elle, ça l'a rendue plus vulnérable. Cash a ensuite été poursuivie en justice par sa belle-mère et son propre père avec qui elle n'a pas parlé pendant au moins 3 ans jusqu'à l'action en justice. Tanya a en outre rapporté que la relation avec son père était devenue très mauvaise. Elle dit par exemple My father started blaming me for what happened, saying You knew what you were doing. I said, Dad, I was 14 years old, a dit Tanya à un journal américain. Côté cœur, 2 ans après avoir été libérée de chez Tom, Tanya rencontre un homme, Carl McCrum, qui va la demander en mariage. Ils se marient en septembre 2018. Je suis vraiment heureuse pour elle.
Si vous faites le calcul, Tom a bien fait ses 15 ans de prison depuis 2007 et il a été libéré le 9 février 2022. Oui, vous avez bien entendu. Aux États-Unis, il existe un registre en ligne des prédateurs sexuels en liberté et bien sûr, Thomas y figure pour que les gens sachent la zone où il habite. Personnellement, je pense que si je veux acheter une maison aux États-Unis, ce qui n'arrivera pas, du moins pour l'instant, et que je vois sa photo apparaître, il y a de quoi me dissuader. Ça et les maisons bizarrement peu coûteuses. Elles sont sûrement hantées, il n'y a qu'à voir les films d'horreur. J'ignore ce qui est le plus effrayant d'ailleurs, entre Thomas et les fantômes. Cette histoire se termine à peu près bien par rapport à d'autres affaires malheureuses dont nous avons parlé sur cette chaîne, mais on peut se demander de façon tout à fait légitime comment est-ce que cette captivité a-t-elle bien pu durer aussi longtemps ? Quels sont les mécanismes psychologiques qui ont poussé Tanya à être tellement dépendante de son bourreau ? Dans ce cas-là, on peut parler d'emprise. L'emprise psychologique correspond à une forme d'ascendance psychologique, de manipulation mentale, voire de torture psychique récurrente, utilisée dans le but de victimiser une personne et parvenir à ses fins. On parle en effet de violence psychologique. Tom était bel et bien majeur, et même plus que majeur, vu qu'il avait 38 ans, donc si vous faites le calcul, il avait 24 ans de plus que Tanya. Tanya, qui était une jeune fille de 14 ans. Donc il avait un ascendant total sur la jeune fille. La pauvre fille, bien évidemment, n'était pas pleinement consciente de la manipulation, le grooming, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, et elle était aussi affaiblie psychologiquement de par ce qu'elle vivait dans son contexte familial. L'emprise psychologique peut s'exercer au sein du couple, comme c'est le cas dans ce cas-là, même si ce n'est pas un couple à proprement parler. Pour moi, un majeur et un mineur n'ont rien à faire ensemble. Vous en conviendrez si vous êtes normaux. Mais elle peut également s'exercer au sein du travail, avec des collègues ou un supérieur hiérarchique abusif, au sein de la famille, dans une relation amicale ou au sein d'une secte avec un gourou. Il est alors très compliqué de sortir de cet engrenage, même si extérieurement on peut dire « mais pourquoi il ou elle ne coupe-t-il pas tout simplement les ponts ?» Eh bien ce n'est pas aussi simple que ça malheureusement. Un job par exemple ne se quitte pas du jour au lendemain, un couple c'est la même chose, surtout s'il y a des enfants en jeu ou alors l'aspect financier, que sais-je. Et il peut être aussi extrêmement difficile de s'extirper d'une relation amicale qui dure depuis des années. Surtout quand on est dépendant affectivement, comme l'a pu être Tanya. La jeune fille a en effet fait face aux abus et à l'abandon de sa mère, qui a dû aller en hôpital psychiatrique, mais aussi à celui de son père et sa trahison, lui qui confiait entièrement son éducation à sa nouvelle femme, très stricte avec Tanya. La dépendance affective, c'est quand notre amour et notre estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. La jeune fille s'est alors tournée vers la seule personne qui lui tendait la main, un pervers avec de mauvaises intentions. Elle devient donc dépendante de lui et fait tout ce qu'il lui demande, acceptant des absurdités telles que le fait de vivre caché et de changer d'apparence. Ce n'est qu'en allant travailler à l'extérieur qu'elle parvient à s'extirper de cette emprise, de ce monde de chimères que Tom avait créé pour la garder captive. Cette histoire est atypique et on sait que sur cette chaîne, on est friand des histoires atypiques et non connue du YouTube francophone. Elle est atypique dans le sens où c'est un cold case qui a été résolu des années plus tard et Tanya aurait pu être sauvée beaucoup plus tôt si la piste de Tom avait été suivie. J'espère que cette affaire vous aura intéressé autant qu'à nous. N'hésite pas à me le faire savoir en me mettant un like, un commentaire, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre. Dites-moi ce que vous pensez de l'affaire, si les peines de Tom et de la coiffeuse étaient assez longues. Si tu es arrivé jusque là, commente Tanya au Milk Carton Kid parce que c'est le titre de son livre. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce script et à raconter cette histoire. J'ai été très contente de présenter la chaîne de Ibrahim Larson. Allez voir sa chaîne. Prenez soin de vous et surtout ne laissez personne vous enfermer dans une cage dorée. And remember, you rock.